Le sujet de cette immersion, il est vraiment passionnant aujourd'hui. Parce qu'il touche à quelque chose que tout le monde possède, mais que très peu de gens comprennent vraiment au final. Et la mécanique intime de notre propre corps. Ouais, exactement ça. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une simple petite routine pour transpirer ou juste brûler des calories vite fait. Non, on est loin de ça. On plonge dans ce qui ressemble à une véritable symphonie biomécanique et neurologique aussi. Nous avons sous les yeux une étude d'une précision vraiment chirurgicale. Rédigé par Caroline Berger de Femini, oui. Voilà, elle est la fondatrice du studio Biopilates Paris, et ce document, il décortique le programme de Pilates sur Reformer, conçu par instructeur Imran Bana. Un programme très spécifique. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de décoder la science qui se cache derrière l'ordre de ces exercices. Parce que l'enjeu, c'est de comprendre que l'architecture d'une séance de mouvement, elle ne doit absolument rien au hasard. Pourquoi commencer debout, sur une machine qui est par nature instable, pour finir allongé ou assis ensuite ? Il s'agit de comprendre comment cette progression structurelle agit comme un bouclier pour les articulations, comment elle reprogramme littéralement le système nerveux central. C'est fou quand on y pense. C'est fascinant. Et comment elle optimise chaque contraction musculaire qui va suivre, c'est vraiment une méthode d'ingénierie corporelle. Et je pense que pour quiconque cherche à bouger avec plus d'efficience au quotidien, c'est une analyse cruciale. Que le but soit d'éviter ces fameuses douleurs lombaires qui empoisonnent la vie. Ou simplement de comprendre comment notre squelette gère la gravité en permanence. D'accord, alors décortiquons un peu tout ça. Le programme commence par ce qu'on appelle le reformer debout. Le fameux travail debout, oui. L'étude met en lumière un mouvement précis, le slide plié out et in. Donc on est debout sur le chariot mobile, on a un pied sur la plateforme fixe, un pied sur la partie qui glisse, et on contrôle l'écartement. On est vraiment très loin de l'image classique du Pilates, là. Ah oui, où l'on est confortablement couché sur le dos. Et en lisant le document, j'ai remarqué que cette posture debout, elle cible un problème biomécanique très spécifique. Ce qu'on appelle la boiterie de Trendelenburg. Ouais, la Trendelenburg Gait en anglais. Pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent, c'est ce phénomène où le bassin, il s'affaisse d'un côté dès qu'on se retrouve en appui sur une seule jambe. C'est souvent à cause d'une faiblesse des muscles latéraux de la hanche. Et ce point de départ debout, il est hautement stratégique. Pourquoi exactement ? En commençant de cette manière, on ne cherche pas à créer un grand mouvement spectaculaire. On cherche à réveiller en urgence les stabilisateurs profonds de la hanche. Donc, le moyen fessier, le petit fessier. Exactement. Et l'ensemble des muscles pelvitrocantériens. Face à la gravité, et sur une surface qui se dérobe sous le pied, le corps n'a tout simplement pas le choix. Il doit s'adapter. Ces muscles doivent s'activer pour empêcher le fémur de s'effondrer vers l'intérieur et pour maintenir le bassin parfaitement horizontal. Ce qui vient contrer cette fameuse bascule de Trendelenburg dont l'étude parle. Et ce qui rend la chose encore plus complexe, c'est l'utilisation des ressorts. La résistance n'est pas fixe, contrairement à un haltère. Voilà. L'instabilité du chariot, elle force les muscles à s'adapter à chaque milliseconde. Et cette instabilité contrôlée exploite ce que la neurologie appelle la facilitation neuromusculaire proprioceptive, la FNP. Un terme un peu complexe. Pour simplifier, les récepteurs situés dans nos muscles et nos tendons détectent le mouvement imprévu du chariot. D'accord. Ils envoient un signal d'alarme au système nerveux central et ce dernier ordonne instantanément une contraction réflexe pour stabiliser l'articulation. Une vraie réaction de survie du corps. Exact. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces exercices d'ouverture et de fermeture debout agissent comme un véritable préchauffage fonctionnel. J'aime beaucoup cette expression. En renforçant cet ancrage de manière anticipée, on prévient des compensations très courantes. Comme le syndrome de la bandelette iliotibiale, par exemple. Tout à fait. Oui, les douleurs rotuliennes. C'est un peu l'équivalent de couler des fondations en béton armé avant de monter les murs d'une maison. C'est la métaphore parfaite. Si on commence par construire le toit alors que le sol est meuble, toute la structure va se fissurer sous la pression. Logique. On construit cet ancrage pelvien avant même d'envisager de soulever des charges plus lourdes. Et justement, la logique du programme d'Imran Bana suit exactement ce principe. Le séquençage est clé. Après ces fameux slides pliés, l'étude souligne qu'on passe au squat sur place. Toujours debout, mais on augmente la charge via les ressorts. Pour cibler de plus grands groupes musculaires. Les quadriceps et les grands fessiers, ouais. Le séquençage révèle ici toute son intelligence. C'est l'antithèse d'un entraînement aléatoire. C'est un processus fondamentalement cumulatif. Si on avait commencé directement par ça. Imaginons que la séance commence directement par ces mouvements polyarticulaires dynamiques, les squats. Sans avoir réveillé les stabilisateurs avant. Le système nerveux, cherchant à accomplir le mouvement de flexion coûte que coûte, utiliserait des stratégies compensatoires. Il tricherait en gros. Il solliciterait des muscles superficiels qui ne sont pas conçus pour la microstabilisation,
créant ainsi des cisaillements dangereux pour les articulations. L'étude parle d'une activation ciblée préalable. Et pour clarifier ce concept que le document appelle la chaîne cinétique fermée pendant le squat, c'est important de le visualiser. Oui, c'est essentiel. Ça veut dire que le pied est fixé contre une surface solide et repousse cette surface, au lieu de bouger librement dans le vide, comme quand on donne un coup de pied. Mécaniquement, ça change complètement la donne. La façon dont les forces se répartissent n'est plus du tout la même. L'impact sur le genou, ça n'a rien à voir. La différence est majeure. Dans cette chaîne cinétique fermée, la flexion progressive du genou permet un recrutement optimal des fibres musculaires. Une cocontraction? Voilà, une cocontraction à l'avant et à l'arrière de la cuisse, ce qui verrouille et sécurise l'articulation fémoro-patellaire. La zone entre le fémur et la rotule. Grâce au travail préalable sur les stabilisateurs, la rotule glisse parfaitement dans son axe anatomique, sans déviation excessive vers l'intérieur ou l'extérieur. C'est la ligne de démarcation entre un mouvement qui use prématurément le cartilage et un mouvement qui le nourrit. C'est fascinant de voir comment un détail, en apparence mineur, conditionne le reste de la journée. Totalement. Si on transpose ça à la vie courante, c'est la différence entre se pencher pour soulever un carton et se faire mal au dos parce que le bassin a vrillé. Ou le soulever avec un bassin parfaitement stabilisé par anticipation. Parce que le système nerveux sait d'instinct comment engager la musculature profonde avant l'effort. L'objectif thérapeutique de cette méthode réside dans cette anticipation motrice. Sécuriser l'architecture corporelle avant de la soumettre à une contrainte mécanique. Donc, à ce stade, les jambes ont bien travaillé, les hanches sont ancrées, les fondations sont solides. Et c'est là que ça change. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le programme change radicalement d'orientation spatiale, on passe à l'horizontale. Un changement de plan. L'étude détaille la transition vers le footwork, réalisé allongé sur le dos et immédiatement suivi de ce qu'elle nomme les pulsations de courte portée. Ce changement d'orientation spatiale, c'est une manœuvre physiologique brillante. Pourquoi? L'allongement corporel supprime la nécessité de lutter contre la gravité pour maintenir la station debout. Ça repose le cerveau, en quelque sorte. Exactement. En réduisant drastiquement les degrés de liberté articulaire que le cerveau doit gérer, on impose un recalibrage sensorimoteur. Le système nerveux n'a plus à calculer comment ne pas basculer en avant ou en arrière. Il peut concentrer toutes ses ressources sur une tâche isolée. Et c'est là que les pulsations courtes entrent en jeu. Des mouvements très rapides. Rapides, de faible amplitude, qui isolent et ciblent spécifiquement certaines qualités musculaires. J'ai particulièrement apprécié l'analyse de l'étude sur l'impact de ces pulsations sur nos types de fibres musculaires. Un point très technique. Stimulation rapide d'acide lactique. Ça brûle. Normalement, cette sensation de brûlure, c'est un signal d'arrêt pour le corps. Mais ici, c'est utilisé comme un outil d'adaptation. L'exposition contrôlée à ce stress métabolique est essentielle. En forçant le muscle à continuer, c'est ça. En forçant le tissu musculaire à continuer de se contracter dans un environnement saturé en acide lactique, on stimule sa tolérance. Ce qui retarde l'apparition de la fatigue. Considérablement. Mais l'étude souligne un équilibre délicat à ce stade. Lequel? Un piège biomécanique dans la négociation constante entre l'avant et l'arrière de la jambe. Bah oui, les genoux. Un recrutement trop dominant des quadriceps créerait des tensions pathologiques au genou, sur le tendon rotulien. Donc il faut compenser. Il faut un engagement synchrone et puissant des fessiers pour équilibrer les forces et protéger la chaîne postérieure. C'est impressionnant de constater que des mouvements si minuscules accomplissent un travail d'orfèvre sur la coordination intermusculaire. L'expression est juste. L'étude emploie le terme « FINEFS du contrôle moteur segmentaire ». On passe d'un effort global de stabilisation à une isolation presque chirurgicale. Le système neuromusculaire affine sa capacité de résolution. Il apprend à doser la force non plus à l'échelle d'un membre entier, mais à l'échelle de quelques faisceaux musculaires. En ajustant la tension au millimètre près. C'est tout à fait ça. Ce qui nous prépare idéalement pour la section qui, personnellement, m'a semblé être le sommet absolu de la complexité neuromotrice du programme. La short box. On quitte la position allongée pour aborder le travail sur cette fameuse boîte courte placée sur le chariot. Et on s'oriente vers des exercices qui demandent une concentration phénoménale. Culminant avec le mountain climb. Exact. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est le moment où la programmation fait appel aux théories fondamentales de l'apprentissage moteur. L'étude cite des auteurs précis là-dessus. Les modèles de contrôle moteur de Bernstein et les travaux de Shumway-Cook et Woolacott. En quoi ça consiste, les travaux de Bernstein? Nikolai Bernstein a mis en évidence un problème majeur pour le cerveau. Le corps humain possède trop d'articulations et de muscles pour que le système nerveux puisse les contrôler individuellement de manière consciente.
Ça ferait une surcharge d'informations. Voilà. Au début d'un apprentissage, le cerveau va geler certaines articulations pour simplifier le mouvement. C'est un contrôle moteur grossier. Et en progressant, Plus on devient expert, plus le cerveau libère ses degrés de liberté. On passe à un contrôle fin et paramétrique, des mouvements fluides et complexes. et cette progression sur la shortbox, elle illustre parfaitement ce dégel progressif des degrés de liberté. Tout à fait. Le document détaille le travail segmenté en 3 axes très précis. D'abord, le round back, la flexion. On demande au système nerveux d'articuler le dos vertèbre par vertèbre. Ça exige une mobilité segmentaire immense. Ensuite, on passe au straight back, le dos plat. Là, c'est l'inverse, on fige la colonne comme une planche. C'est la stabilité dynamique. Et c'est le muscle transverse le plus profond des abdominaux qui s'active comme un corset rigide. Pour empêcher la colonne de fléchir sous la gravité. Exactement. Et enfin, l'oblique rollback ajoute la rotation à l'équation. C'est une véritable modélisation en 3 dimensions de la sangle abdominale. On ne se contente pas de faire des simples crunchs. Non, on apprend au tronc à gérer la force dans toutes les dimensions de l'espace. Cette gestion tridimensionnelle est le prérequis indispensable pour la suite, le knee stretch. Réalisé avec un dos plat ou avec les genoux légèrement surélevés au-dessus du chariot. Ce qui impose un travail musculaire redoutable, les muscles des cuisses subissent des contractions excentriques et concentriques rigoureuses. Tout en exigeant du tronc qu'il maintienne un bassin strictement immobile face à la force des ressorts. Et puis arrive le mountain climb. Le défi ultime. Rien que le nom, ça fait comprendre qu'on entre dans une autre dimension d'intensité. C'est vrai. C'est une sorte de combinaison d'une posture de planche et de l'éléphant, exécutée sur la plateforme avec ce que l'étude identifie comme un ressort rouge. Une résistance modérée. Le tronc doit s'engager totalement face à une résistance élastique qui change à chaque millimètre de déplacement du chariot. L'exigence de stabilisation scapulaire, donc le maintien ferme des omoplates, est ici maximale. C'est intense pour les épaules, hein. Très intense. Mais la véritable prouesse est neurologique. Le document souligne que l'interaction sensorimotrice intègre même des retours visio-vestibulaires. Oui, l'oreille interne, qui gère l'équilibre, et les yeux envoient des informations en continu à un cerveau qui doit traiter une surface d'appui instable et une résistance variable. Ou bien imager cette notion de retour visio-vestibulaire, c'est un peu comme essayer de rédiger un long message texte parfait sur son téléphone tout en se tenant debout. Sans s'accrocher. Sans s'accrocher dans une rame de métro qui freine, accélère et tangue constamment. L'image est excellente. Le cerveau doit recalculer le centre de gravité, ajuster la tension des mollets, des hanches, des bras à la milliseconde près. Sinon, c'est la chute. Et le mountain climb, c'est exactement ça, mais avec tout le poids du corps en appui sur les mains et les pieds. On comprend vite que cet exercice, il entraîne le cerveau tout autant que le corps. Le cerveau est l'architecte du mouvement. L'environnement instable et la tension des ressorts agissent comme un flux de données massif. Et pour traiter cette surcharge d'informations sans perdre la posture, Le système nerveux central est contraint de forger de nouvelles voies synaptiques, créant des schémas moteurs plus rapides et plus résilients. après avoir poussé le corps et le cerveau dans de tels retranchements, le programme doit bien redescendre un peu. Oui, la phase finale. L'étude détaille cette phase avec les cercles réalisés avec les sangles aux pieds, suivés des étirements finaux. La résolution. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On pourrait penser qu'il s'agit d'un simple retour au calme, d'une petite relaxation. La logique décrite par l'auteur va bien au-delà d'un simple étirement des ischio-jambieux. La séance se termine par un continuum fonctionnel. Elle ne s'arrête pas brusquement, elle intègre. Les étirements et les mouvements circulaires utilisent la tension résiduelle des ressorts pour soutenir les jambes. Cela permet d'explorer des amplitudes articulaires maximales en toute sécurité. Le but n'est pas juste de s'assouplir. Le but premier est d'améliorer la conscience kinesthésique. Le système nerveux vient d'être soumis à un stress neuromoteur intense. Il faut bien qu'il l'assimile. Ces mouvements simples lui permettent d'assimiler cette nouvelle fluidité et cette souplesse fraîchement acquise dans un état d'éveil optimal. C'est vraiment la signature d'une démarche méthodologique stricte, pensée du premier au dernier mouvement. Ce n'est pas juste une juxtaposition d'exercices. C'est une orchestration basée sur la kinésiologie et la neurophysiologie. L'objectif n'est pas l'épuisement, mais la pérennité des bénéfices acquis pendant l'effort. Et cela soulève une question importante quant au dogme de l'entraînement moderne. Laquelle? Cette analyse prouve que la qualité neuromusculaire, l'éveil préalable des stabilisateurs profonds, doit systématiquement précéder la production de force globale. Sinon, c'est la casse. Appliquer des charges lourdes sur une structure dont le câblage profond est endormi, c'est inviter la pathologie articulaire à plus ou moins long terme.
Ce qui amène une réflexion finale inédite pour toutes les personnes qui écoutent cette analyse. Oui. Ce document nous montre qu'une seule heure de séquençage ultra précis sur un réformeur, utilisant l'instabilité et la résistance variable, peut littéralement recabler nos schémas moteurs et protéger nos articulations. L'instabilité est utilisée comme un outil thérapeutique. Face à la sophistication de cette mécanique humaine, c'est indispensable d'observer notre environnement quotidien. Notre mode de vie. Dans quelle mesure nos espaces de vie modernes, les chaises ergonomiques et mobiles, les sols parfaitement plans, les chaussures hyperstructurées, Dans quelle mesure tout cela est en train de déprogrammer silencieusement notre système nerveux central? et d'atrophier nos stabilisateurs profonds, jour après jour. En cherchant à supprimer toute contrainte et toute instabilité de notre quotidien, ne sommes-nous pas en train de nous rendre dramatiquement vulnérables au moindre faux pas? C'est une véritable question de santé publique. C'est une réflexion profonde à garder à l'esprit lors de la prochaine marche ou séance de sport. L'instabilité n'est pas l'ennemi du corps, elle est son meilleur professeur.